Bonjour à tous, alors mardi, je sortais une vidéo, mardi soir on était ici aux alentours des 113 700 $, il y a à peine 2 jours, et je vous expliquais un petit peu ma position, ma vision de la gestion de risque, et le fait que selon moi c'était un bon moment pour prendre des profits. Le marché s'est retourné quelques temps après, et on est venu récupérer les niveaux des 108 000 $. Donc depuis, on a une consolidation et c'est important de revenir sur ce point-là parce que c'est une vidéo qui a fait pas mal réagir, hein. Vous avez été nombreux à la commenter dans le bon sens ou parfois dans le mauvais. Donc je vais un petit peu revenir parce que j'ai l'impression que la notion de base de gestion de risque est pour beaucoup pas très bien assimilée. Alors ça m'étonne pas forcément tant que ça parce que c'est une gestion de risque, c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre. Complexe, pas d'un point de vue technique, parce que très souvent, vous avez les armes et c'est très facile de l'appliquer, mais compliqué d'un point de vue émotionnel. Parce que pour beaucoup, l'investissement se résume à des convictions. Donc on va aborder tout ça dans cette vidéo, je vais vous parler de mon point de vue sur la gestion de risque, comment l'appliquer sur vos différents portefeuilles, comment l'appliquer même si vous n'avez pas des portefeuilles qui valent plusieurs centaines ou plusieurs millions de dollars, comment vous pouvez l'appliquer au quotidien dans votre stratégie et au vu des caractéristiques actuelles du marché, qu'est-ce qui est important de faire, est-ce que c'est important de se protéger, est-ce qu'on n'en a pas besoin, etc. Donc on va aborder tout ça dans cette vidéo, je précise que c'est ma vision, que c'est mon analyse. Moi ça fait 8 ans que je suis sur les marchés, j'ai commencé pendant le bull run de 2017, donc c'est mon 3e bull run. Évidemment toutes les choses que je vous partage ici, j'ai pu les acquérir avec le temps, avec l'expérience, donc c'est normal que si vous débutiez, ce soit encore un petit peu flou ou que ce soit encore un petit peu complexe. C'est aussi pour ça qu'on a créé notre cercle d'investissement privé dans lequel on partage toutes les analyses de la manière la plus pédagogique possible, comme on peut le faire sur YouTube, mais là on va bien entendu plus développer et plus mettre en pratique les concepts qu'on évoque dans ces vidéos YouTube. Donc là je vous parle bien entendu des grands concepts, je vous parle des grandes analyses, mais du coup dans le cercle d'investissement, le but c'est de faire découler de cette stratégie un portefeuille, de regarder qu'est-ce qu'on peut mettre comme altcoin dans notre portefeuille, quand est-ce que c'est le bon moment de les vendre, est-ce que c'est le bon moment d'acheter, etc. Donc on compare bien entendu les altcoins, on fait des revues globales. Donc évidemment, vous avez tous les liens en description pour pouvoir nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux grâce à vous, grâce au fait que vous valorisiez cette chaîne, vous mettez des bons commentaires, vous mettez des likes, etc. C'est très apprécié, je vous remercie vraiment. Donc parenthèse terminée, on va pouvoir aborder tout ça dans cette vidéo. Donc ici, on était à l'époque à 113 700 $. On était venu récupérer des gros paquets de liquidités et donc évidemment dans des phases de short squeeze. Le problème, c'est que le marché, il a un déséquilibre. Vous savez que ce qui fait monter un marché, c'est la différence entre offre et demande. Je le répète à chaque fois, mais c'est très important de le comprendre. Et quand on a un short squeeze, on a un gros déséquilibre. On a beaucoup d'acheteurs, parce qu'en fait, c'est des positions vendeuses qui se font liquider, donc on a beaucoup d'acheteurs, et à l'inverse, on a très peu de vendeurs. Donc le prix explose à la hausse, sauf que ça dure rarement longtemps. Parce que quand on a justement des positions vendeuses qui finissent par... des liquidations qui finissent par s'estomper, on retrouve un niveau d'équilibre. Et à ce moment-là, au moment d'équilibre, lorsque le moment d'équilibre est trouvé, c'est là qu'il faut être vigilant, parce qu'on peut avoir des retournements rapide. On en a eu un typique qui a eu lieu à l'époque pendant les droits de douane de Donald Trump. On avait eu la grosse cassure ici. Ici, réserve stratégique potentielle de Donald Trump, hop, on part fortement à la hausse, on liquide un maximum de long, on passe de 85 000 à 95 000 $ à l'époque en l'espace de 1 heure, 2 heures. Vous voyez que ici, on est venu consolider, trouver notre équilibre justement entre offre et demande, et à ce moment-là, il faut être vigilant. Et vous voyez que là, ça a pris à peine quelques heures pour revenir au point de départ, retravailler un petit peu ce point de départ et venir casser pour faire une deuxième jambe baissière avant de pouvoir faire notre vrai bottom quelques jours plus tard. Donc, est-ce que ça va se passer comme ça? Je n'en sais rien. Moi, vous savez, ma position sur les marchés, c'est une position quantitative, donc c'est-à-dire que j'ai des indicateurs qui me permettent de faire de la gestion active. La gestion active par opposition à la gestion passive. La gestion passive consiste à acheter par exemple du Bitcoin en DCA sans vous poser la question de ce que vous faites comme investissement. Est-ce que vous achetez, est-ce que vous vendez, est-ce que vous mettez plus de DCA pendant cette période ou pas?
Ça, si à partir du moment où vous faites ça, c'est que vous faites de la gestion active. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous faites de la gestion active. En tout cas, si vous faites de la gestion passive et que vous regardez cette vidéo, c'est plus à titre de culture générale parce qu'en réalité, vous n'avez aucun intérêt à regarder les conditions de marché pour investir. Celui qui a investi sur le MSCI World, sur le S&P 500 en DCA, il a que faire des analyses de marché. Est-ce qu'on est au bord d'une crise ou pas? Peu importe. Lui, il va investir tout le temps la même somme de mois en mois. Donc là, si on est dans la gestion active, moi, mon postulat, c'est qu'avec la gestion active, on est capable de battre le marché. Alors, pas en faisant du trading, pas en faisant du scalping, en essayant de jouer justement les short squeeze, les retournements, etc. Certains y arrivent, c'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est le swing trading. Donc, je me positionne en bas de cycle, je joue les cycles dans leur globalité et j'adapte ma position tout au long du cycle avec plus ou moins d'exposition pour jouer les phases de hausse en étant un maximum investi et en protégeant mon capital justement pendant les phases de consolidation, voire de baisse moyen terme ou court terme. Okay, le très court terme, je le laisse aux traders et aux scalpers. Le très long terme, j'en profite justement au global, mais évidemment, pendant les phases ici de stagnation, je vais protéger mon portefeuille. Ça, c'est justement l'objet de cette vidéo. La gestion de portefeuille et la gestion de risque, qu'est-ce que c'est? La gestion de risque, c'est ce qui consiste à équilibrer son portefeuille en fonction des différentes phases de marché. D'accord? Quand vous avez plusieurs scénarios dans votre tête, donc typiquement, ici, vous allez avoir 2 scénarios, on va dire. Okay, donc ici, on est dans une phase de micro-range. Okay, on va passer en échelle de temps un peu plus courte, on va passer en 4 heures. Donc là, on est en train de consolider une sorte de micro-range entre cette borne inférieure à 103 700 $, cette borne supérieure entre ici 113 700, voire 116 000 $, et on évolue à l'intérieur de ce mouvement. Donc on pourrait même parler d'un triangle de compression, okay, si on parle ici avec une petite déviation juste là, on pourrait avoir comme ça, hop, ici quelque chose comme ça. Bon, après vous pouvez prendre les mèches, les cordes de chandelle. En réalité, ça a peu d'importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout la dynamique du prix. Là, en l'occurrence, on vient faire des creux ascendants et des sommets descendants. Donc là, on est tout simplement sur une tendance de compression. Et ça, vous avez une résolution qui peut être haussière ou baissière. Vous avez donc 2 scénarios probables. Vous avez donc le scénario baissier où vous allez identifier vos différents objectifs de prix. Alors le prochain niveau de support évident, il est là sur le dernier creux, ici aux alentours des 98 000 $. Vous avez ici la zone d'accumulation qui avait eu lieu sur la fin du mois d'avril, donc entre 92 et 95 000 $. Ça, c'est vos principaux niveaux de support en dessous. Au niveau au-dessus, vous avez des résistances, vous avez la fameuse A116 000, vous avez ensuite ici une zone de support entre 123 et 126 000, et au-dessus, vous n'avez plus rien. Donc vous avez 2 scénarios, le scénario baissier qui vous amène sur vos niveaux de support, et le scénario haussier qui vous amène sur vos niveaux de résistance. La gestion de risque, ça consiste à pondérer vos différents scénarios. C'est là que se complique la chose, c'est parce que votre travail, ça va être de savoir est-ce que le scénario baissier est plus probable que le scénario haussier? Lorsque vous avez un scénario baissier avec, on va dire, 60% de probabilité de se réaliser et que vous avez 40% de probabilité de réaliser le scénario haussier, eh bien vous allez tout simplement vous dire je prends 60% de stablecoin parce que je pense que nous avons 60% de chance d'aller plus bas et donc je pondère mon portefeuille en vendant 40% de mes actifs, ça me permet d'être serein si jamais on a une baisse, mais d'avoir quand même un petit peu de crypto au cas où on fasse le scénario haussier. Ça vous permet de jouer les 2 scénarios, mais de limiter votre risque. Parce que en faisant ça avec votre portefeuille, vous allez être capable de savoir profiter des différents mouvements. Si on a une cascade de liquidation, vous aurez de la liquidité pour racheter. Si on part à la hausse, vous aurez profité de cette hausse. Alors évidemment, quand on est sur un niveau où, par exemple, ici, à ce moment-là, par exemple, on avait des fundings qui étaient négatifs, on était dans la peur, on était sur un niveau de support et les baleines étaient en train d'acheter. Bon, là, le scénario de rebond, il était de l'ordre de 90 à 95%.
ok, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, je reste 95% investi en crypto et seulement 5% de mon portefeuille en altcoin parce que le scénario le plus probable, c'est celui de la hausse. Donc je reste investi crypto, full crypto. Alors ça dépend de votre gestion de risque, hein. Certains vont se dire, si je considère qu'il y a plus de 80% de chances qu'on aille à la hausse, je reste 100% investi en crypto. Faut pas forcément se dire le scénario haussier est à 95%, donc je reste à 95%. Certains vont avoir un profil de risque plutôt défensif, donc s'il y a une incertitude de plus de 30%, ils vont réduire de plus de 60% leur exposition. Ça dépend un peu de votre stratégie. C'est pour ça que je peux pas répondre à votre place. Mais un bon point, ça peut être déjà de pondérer les scénarios et votre justement exposition au marché, justement en fonction de vos scénarios. Donc ici, quand on est à ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est plutôt dans un scénario avec une potentielle baisse plus importante que la hausse? Et bien ça, justement, on va essayer de discuter de ça dans cette vidéo. Alors là, vous savez que sur le portefeuille de BlackRock que je regarde souvent, on va essayer de regarder si on a un déséquilibre entre offre et demande. Je vous rappelle que les mouvements haussiers et des mouvements baissiers ne sont que la résultante d'une offre supérieure à la demande ou inversement. Si j'ai beaucoup de personnes qui cherchent à acheter et que on a une quantité limitée de personnes qui vendent, le prix monte. À l'inverse, si j'ai beaucoup de personnes qui vendent et que j'ai une quantité limitée d'acheteurs, je vais avoir mon prix qui va descendre. Donc ici, ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que j'ai beaucoup d'acheteurs sur ces niveaux-là? Est-ce que j'ai beaucoup d'acheteurs et quelle est la qualité de ces acheteurs? Parce que évidemment, si mes acheteurs, c'est surtout des petits portefeuilles, ça va quand même m'embêter. Parce que les petits portefeuilles ont l'habitude de se faire avoir, d'être mal positionnés. Et à l'inverse, je préfère toujours être positionné sur les gros portefeuilles, ceux des whales. Donc c'est bien entendu sur ça que repose l'essentiel de ma stratégie. Comprendre les mouvements des whales, les suivre, les analyser, les suivre à la trace. Grâce à la blockchain, on est capable de suivre précisément les mouvements des whales. Autant en profiter pour justement se positionner comme eux. Je préfère toujours être du côté de celui qui a 100 milliards en portefeuille parce qu'il a beaucoup plus à perdre que celui qui a 1500 € sur son portefeuille. Ok? Donc ici, on va essayer de regarder les différents afflux financiers qui sont possibles sur ces phases de marché. Ici, on a un potentiel afflux financier qui vient de la finance traditionnelle et qui représente les ETF Bitcoin. Donc les ETF qui existent depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans, ils nous ont habitués à des phases de stagnation, de hausse, de stagnation, de hausse. Actuellement, on est dans une phase de stagnation. C'est-à-dire que ici, on a eu une grosse phase de hausse sur le début du mois d'octobre, mais vous voyez que ça a ralenti. C'est exactement ce qui fait que dans mes vidéos, vous avez senti que y a un petit basculement de l'euphorie, on va dire, même si je suis jamais vraiment euphorique, mais en tout cas du moment où on pouvait penser que le prix irait plus haut, qu'on irait aux 150, 180 000, 200 000 dollars. Petit à petit, là, le fait est que les indicateurs ont tourné, donc c'est tout à fait normal de tourner votre stratégie. D'accord ? Ceux qui restent bloqués, peu importe les indicateurs, sont ceux qui ferment les yeux juste avant un précipice. D'accord ? Il ne faut pas être aveugle, il faut être capable de changer de direction en fonction des indicateurs. Alors effectivement, pour beaucoup, c'est très frustrant. Et je le conçois, quand vous êtes full investi et que vous avez un peu perdu sur les mouvements ici, où certains ont perdu 30 à 40% de leur portefeuille, évidemment, quand vous avez perdu 30 à 40% de votre portefeuille, vous êtes un peu frustré et vous avez qu'une envie, c'est que le scénario haussier se réalise avec un bull run, prendre des profits, etc. Mais avoir envie de ça, ça veut pas dire que vous devez vous voiler la face et jouer à pile ou face sur c'est 50-50 entre mon scénario haussier et mon scénario baissier, mais moi je vais rester investi à 100%. Vous comprenez que c'est complètement illogique, d'accord ? Si vous avez le moindre doute, il faut ajuster votre portefeuille en fonction de ce doute. Ça, c'est la base de la gestion de risque, comme on vient de l'évoquer. Ici, vous voyez que les inflows viennent de se tarir sur la finance traditionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe côté on-chain, donc c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas dans la bourse tradi, mais qui ont vraiment des wallets crypto, d'accord, des wallets Coinbase, des Ledger, etc. Bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Là, je vous ai affiché donc la fameuse courbe qui a un peu déchaîné les passions sur ma vidéo de mardi. Donc ici, vous avez les mouvements de 3 cohortes, des 3 cohortes significatives. Ici,
c'est la cohorte des portefeuilles entre 100 et 1000 bitcoins. Ici, des whales entre 1000 et 10 000 bitcoins. Et ici, les méga whales supérieurs à 10 000 bitcoins. Ici, entre 100 et 1000 bitcoins, vous voyez que vous avez beaucoup d'achats. Beaucoup d'achats sur les zones actuelles. Vous voyez qu'ici en rouge, on a toujours beaucoup d'achats. Alors ça tend à se réduire. Si ici je vous montre, hop, on va dézoomer un petit peu. Vous voyez que ici, depuis à peu près le 11 octobre, qui est la période de crack, ça s'est calmé, ok, ça s'est calmé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'achats massifs, mais les positions sont conservées, ok, il n'y a pas de vente non plus, ou en tout cas peu de vente, hein. On parle on avait 213 000 bitcoins et on passe à 186 000, bon vous allez me dire 30 000 bitcoins c'est quand même beaucoup, mais bon c'est pas non plus énorme. Le problème c'est que les whales et les méga whales, elles, sont encore en train de vendre. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'ici on a une pression baissière qui est accentuée par les gros portefeuilles, par les très gros portefeuilles du coup de la sphère crypto. Et vous voyez que malheureusement les portefeuilles, les whales, donc ceux que je regarde le plus parce que c'est eux qui ont le comportement qui est le plus révélateur des réels mouvements de marché, quand elles vendent, c'est le moment où on a des tops locaux, ça a été le cas ici. Pour le moment, c'est un peu le cas. Ça a été le cas ici. Ça a été le cas justement pendant la grosse phase de distribution pendant 2021. Ça a été le cas juste ici pendant la phase de stagnation. Bref, à ces moments-là, il faut quand même rester mesuré parce que c'est quand même un gros indicateur de faiblesse. Encore une fois, offre et demande. Ici, j'ai beaucoup d'offres et j'ai une quantité de demandes du coup qui est limitée parce que j'ai pas de nouveaux acheteurs sur les ETF, j'ai pas de nouveaux acheteurs sur les autres cohortes à part celle-ci. Alors effectivement, j'ai des acheteurs côté 100 à 1000 bitcoins, mais c'est plutôt des acheteurs type retail. Alors pour beaucoup, c'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est des portefeuilles entre 100 et 1000 bitcoins, donc qui possèdent entre 10 millions et 100 millions de dollars. Alors pour beaucoup, c'est vrai que c'est assez déroutant de voir des portefeuilles entre 100 millions et 10 millions faire n'importe quoi à ce point-là. Effectivement, mais enfin en tous les cas, l'expérience prouve qu'ils sont plutôt mal positionnés, donc on n'a pas vraiment envie de se positionner avec eux. D'autant que actuellement, du coup, ça se tarit, c'est-à-dire que même cette source-là, qui pour le moment avait drivé le fait qu'on ait un équilibre, parce que là, on n'a pas vraiment beaucoup baissé sur le prix du Bitcoin. Et ça, c'est tout simplement parce que on avait du coup un équilibre entre ces portefeuilles ici en rouge qui achetaient fortement et les portefeuilles orange et jaune qui, eux, vendaient fortement. Mais donc, on avait un équilibre. Le problème, c'est que si maintenant, j'ai plus d'achats côté ETF, j'ai plus d'achats côté baleine les requins entre 100 et 1000 bitcoins, et là, ça commence à devenir un problème. Ça commence à devenir un problème parce que du coup, je risque d'avoir de nouveau un déséquilibre entre offre et demande, mais cette fois-ci pas dans le bon sens. C'est-à-dire plus d'offres que de demandes. Et donc, le prix baisse. On va continuer un peu au niveau des fundings. Les fundings, ça nous permet de regarder sur les contrats dérivés un petit peu le sentiment de marché. Actuellement, le sentiment de marché, il revient à la positivité. Vous voyez, ici, on est dans le vert et on a des fundings qui augmentent de jour en jour. C'est-à-dire que ici, sur ce bottom, sur cette zone de consolidation et sur les niveaux entre 107 500 et 109 500, ici, on a des fundings qui montent, on a un sentiment global qui tend à devenir de plus en plus positif. Et ça, c'est un gros frein. Ça, c'est un très gros frein parce que il faut pas non plus se leurrer. La foule a tout le temps tort. C'est les petits portefeuilles qui sont tout le temps lésés. Et donc, quand les petits portefeuilles ont tendance à être trop euphoriques, vous voyez, ça a été le cas ici, trop euphorique ici, ils se font punir à chaque fois. Et c'est exactement quand on a des retournements du sentiment de marché qu'on arrive à poser des bottoms. Ici, vous voyez, on accumule des jours dans le négatif, hop, on pose un bottom. Ici, ça a été le cas. Ici, ça a été le cas. Ça a été le cas justement ici. Ça nous a fait poser un petit bottom. On est venu stagner. Et puis, vous voyez que par exemple, ici, le sentiment de marché sur cette consolidation-là, les fundings ont augmenté. Et ça nous a envoyé beaucoup plus bas. Ok ? Donc, je dis pas que c'est ça qui va se produire. Je dis juste que c'est encore un élément de prudence. D'accord ? Il faut comprendre que ça doit être pour vous une balance, ok ? Vous devez vous dire, ça, plutôt négatif, ça, plutôt négatif, ça, plutôt négatif. Vous avez d'autres choses qui sont dans le positif. Par exemple, ici, les baisses de taux.
on a une baisse de taux qui est prévue la semaine prochaine. Alors, je pense pas que la baisse de taux va produire des effets incroyables sur le marché parce qu'elle est pricée. Vous avez 96,7% de probabilité d'avoir une baisse de taux, donc on aura une baisse de taux, donc les intervenants de marché sont déjà préparés à cette baisse de taux, ce qui fait qu'il ne va rien se passer. Mais c'est positif sur le moyen terme d'avoir comme ça un rythme de baisse de taux toujours aussi long. Ce que je disais il y a une semaine, ce que je disais il y a un mois concernant le long terme, ça n'a pas changé. D'accord ? Pour le moment, il n'y a pas de news macroéconomique qui fait qu'on a un basculement des choses qui sont prévues sur le moyen terme. Le moyen terme reste toujours beau. Reste toujours même très beau. On a un afflux de liquidité potentiel grâce à cette baisse de taux. On a des fragilités côté banque régionale qui font que la Fed va devoir probablement mettre fin à son QT et même relancer une phase de quantitative easing, des prêts garantis par justement la réserve fédérale, etc. Donc ça c'est très positif, hein. Beaucoup de liquidité, ça veut dire une hausse des prix des actifs à risque et donc de la crypto et donc des altcoins. Okay, et c'est même ce qui va déterminer la hausse des altcoins en règle générale parce que tous les actifs qui sont faiblement capitalisés, c'est ceux qui bénéficient le plus d'un afflux de liquidité et ceux qui souffrent le plus d'un retrait de cette liquidité. C'est pour ça qu'on a eu des altcoins qui ont autant sous-performé le marché depuis aussi longtemps parce qu'on a eu un retrait de liquidité massif. Bon, ça reste positif sur le moyen terme. L'inflation reste stable. Vous voyez qu'on a une petite tendance à repartir à la hausse. Ça reste assez faible. Ça reste assez mesuré. Bon, pour le moment, il n'y a pas forcément d'alerte de ce côté-là. On va surveiller ça, mais pour le moment, il n'y a pas d'alerte. Et ça, donc, ça va jouer dans votre balance. Et justement, cette balance, ça va vous permettre de pondérer les fameux deux scénarios. Est-ce que c'est plutôt baissier ? Est-ce que c'est plutôt haussier ? Si vous avez trop d'indicateurs qui vous indiquent que c'est baissier, à ce moment-là, vous allez ajuster votre portefeuille en fonction. D'accord ? Moi, c'est justement tout mon travail. Dans le cercle d'investissement, c'est ce que je fais. Je pondère les scénarios. J'explique comment j'ai fait pour pondérer ces scénarios. Et j'invite nos membres à comprendre cette analyse pour leur expliquer ce que moi, je fais à titre personnel, d'accord ? Je suis totalement transparent, hein. Si vous gagnez, je gagne. Si vous perdez, je perds. Si vous prenez la décision de me suivre, ce qui n'est pas du tout obligatoire, hein. Mais vous obtenez du coup, grâce à ça, une analyse plus technique et en tout cas quantitative. Quantitative dans le sens où du coup, vous avez des indicateurs chiffrés à chaque fois. Ici, vous regardez sur le Whale SOPR, c'est-à-dire la prise de profit des baleines. Donc ici, vous voyez que à ce moment-là, quand on a des pics, c'est généralement mauvais signe. C'est des moments où les baleines prennent des profits. Et quand elles prennent des profits, le problème, c'est que c'est généralement pour sortir du marché. Et ça, c'est pas très très bon signe. D'accord ? Ici, vous voyez que ça remonte. Ok, cette courbe remonte. Et historiquement, quand cette courbe monte et quand on a des petits spikes, c'est pas bon signe. C'est plutôt un moment propice au retournement. Ici, je vous montre CryptoQuant. Vous regardez sur Binance à quel point les whales ramènent leurs crypto depuis les ledgers jusque justement à Binance. Et vous voyez qu'ici, quand on a cette courbe bleue qui monte fortement, c'est des phases où les baleines, elles envoient leur Bitcoin sur Binance. Et vous vous doutez bien que quand un Bitcoin sort d'un ledger pour aller sur Binance, c'est pas pour être stocké. D'accord ? C'est pour être vendu. C'est pour avoir une transaction. C'est pour ça qu'on suit justement les exchange flows, d'accord ? Que ce soit de Bitcoin ou d'USDT. Typiquement, quand quelqu'un va ramener 1 milliard d'USDT sur Binance, c'est pas pour les stocker, c'est pour acheter des choses avec. Donc c'est pour ça que l'inflow des USDT ou des USDC, c'est plutôt positif pour le marché, et les inflows de BTC, c'est plutôt négatif. Vous voyez que il faut pas forcément non plus avoir une multitude de diplômes pour comprendre ça. Vous voyez qu'ici, à ce moment-là, quand on a eu des inflows massifs, ça a marqué des phases de top locaux. Ici, 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 ici. Et là, vous voyez qu'on est dans une grosse phase où on a des inflows massifs. Encore une fois, ça doit vous amener à de la prudence. Celui qui me dit qu'il a aucun doute, franchement, je peux pas le croire. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui est absolument dans le déni. Celui qui peut me dire je suis full investi en crypto à 100% sur mon portefeuille parce que je pense que tout ce que je viens de dire là sur les ETF, les baleines, les prises de profit des whales, ici, alors juste là, ouais, ça c'est autre chose, je vais vous montrer juste après des choses intéressantes. Et ici, les baleines, et qui me dit, malgré tout ça, je pense que le scénario baissier a 0% de probabilité de se produire. Là, je comprends pas.
D'accord? Donc moi, ma stratégie, c'est de gagner. Et vous savez que Warren Buffett disait une chose, pour pouvoir gagner, il faut surtout ne pas perdre. Donc il ne faut pas se voiler la face et perdre du capital bêtement sur des phases baissières qu'on pouvait anticiper. Les choses qu'on ne pouvait pas anticiper, le crack de vendredi, on le subit et on fait avec. Les choses qu'on peut anticiper, franchement, ne pas le faire, c'est vraiment dommage. Donc on va continuer avec le Fear and Greed. Ça, c'est plutôt positif. Avoir un Fear and Greed qui reste aux alentours de 25, ok, 25%, ça c'est positif parce qu'on est dans la peur et on a un sentiment un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est dans la peur, mais que les fundings augmentent. Et ça, c'est une chose qui est quand même particulière, on l'a là, les fundings qui augmentent alors que les fundings sur les contrats dérivés augmentent alors que on a un Fear and Greed index qui est toujours à 25. Alors bon, là c'est l'actualisation d'hier, je crois qu'aujourd'hui il est à 27 ou 29. Ici ils l'ont pas actualisé encore. Vous pourrez aller chercher, mais on est à 27 ou 29. En tous les cas, ici on est toujours très bas. Mais on a en fait un sentiment de peur global, mais on a un sorte de revenge trading où les personnes qui ont beaucoup perdu essayent de se repositionner et de faire le fameux coup qui leur fera gagner pas mal d'argent. Et ça, c'est ce qu'on retrouve assez régulièrement, justement avant des phases de capitulation, malheureusement, parce que en fait, on a des personnes qui sont dans la peur, certes, mais qui, sur les contrats dérivés et dans leurs faits, sont plutôt sur le spot attentistes et sur les contrats dérivés plutôt à essayer de se venger et d'attraper le bottom. Ça, c'est généralement mauvais signe. Donc, par contre, d'être dans un niveau de peur, c'est globalement bon signe. Hein. Vous voyez, je ne vais pas vous faire un dessin. Quand on était dans la peur, à chaque fois, ça s'est traduit par des bottoms. Bon, sauf dans les phases où on est justement dans des sortes soit de retournement de marché, comme ici en bear market, soit ici, c'était pas un bear market, mais juste là, vous voyez qu'on est resté dans la peur 11, 23, 12, etc. Et qu'on est passé ici, on était dans la peur à 27% à 43 000 $ et qu'on est quand même venu chercher les 29 700. D'accord? Donc il y a eu une longue phase de peur qui en fait était liée à une longue phase de distribution. Et ensuite, il a fallu poser un bottom pour repartir. Donc dire que la peur, c'est systématiquement signe de rebond, c'est systématiquement signe de rebond quand on a de la peur, retail mélangé à un afflux financier de la part des baleines. C'est ce que j'expliquais ici, c'est ce que j'expliquais ici. Donc vous voyez ici, malheureusement, c'est positif, mais tout seul, ça ne peut pas être la seule chose que vous allez prendre en compte. Au niveau social, on n'a toujours rien, on n'a pas la page Wikipédia de Bitcoin est toujours pas visionnée. Les principaux influenceurs sur YouTube ne font pas de vues et ils prennent pas d'abonnés, donc il n'y a pas de nouveaux afflux financiers, toujours dans la logique de offre versus demande. Là, je cherche à voir si je vais avoir beaucoup de demandes. Et là, malheureusement, de la part des retail, il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc c'est pas de là que viendra justement le sauvetage in extremis du Bitcoin. Au niveau des liquidités, vous voyez que là, on s'amuse, hein, Bitcoin s'amuse à venir se goinfrer de liquidités. Il est venu récupérer ici un gros afflux de liquidité. On en a laissé au-dessus du prix, mais malheureusement, vous voyez que ça se traduit par ce que vous voyez ici sur les fundings. Et vous voyez juste là les liquidations. Ici, on a beaucoup de liquidations juste en dessous du prix. Et donc ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'il y a de la liquidité à aller récupérer jusqu'aux 101 000 $. La probabilité d'y aller, vous voyez que elle commence à s'accentuer. Parce que il y a quand même beaucoup de choses qui pèsent dans la balance pour aller jusqu'à ce niveau-là. Ici, on le revoit sous une autre forme, hein, donc je ne vais pas m'éterniser, mais vous voyez ici les fundings qui ne font qu'augmenter. Okay, ici, sur cette période-là, pendant cette période juste là, un prix qui descend, des fundings qui montent. Ok, ça c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ok, une stagnation de l'open interest, une stagnation, mais quand même une certaine hausse. Hein. Donc là, ici, on est sur Bybit, on a une stagnation. Mais si je vous montre ici sur le contrat de Binance, vous voyez que les fundings continuent d'augmenter. Et ici, on a eu une augmentation assez sensible de la part de l'open interest. Donc ça veut dire que ici, on a des personnes qui deviennent euphoriques et qui se positionnent sur le marché. Ça veut dire, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se positionnent? Ça veut dire, est-ce que les personnes sont plutôt euphoriques si ça monte ou dans la peur si ça descend? Vous voyez que là, ça augmente et ça augmente. Donc c'est pas très bon signe. Ici, on est à 109 500 $. Je parlais ici d'une potentielle prise de profit.
Alors, ici, par honnêteté intellectuelle, je disais qu'il y avait de fortes probabilités qu'on vienne récupérer les 116 000. On l'a pas fait, et c'est encore plus un signe de doute, parce que ici, on était en plein short squeeze, donc on avait un gros déséquilibre, une grosse phase de capitulation, on était en train de monter en ligne droite, il y avait énormément de liquidités qui se trouvaient ici au-dessus des 116, et on n'est pas venu les chercher. Donc c'est quand même assez déroutant, ça veut dire qu'ici, on a trouvé une contrepartie vendeuse énorme qui a fait que le prix s'est retourné alors que pourtant on était en pleine phase haussière, hein. Donc ça va toujours dans le sens de nous amener à de la prudence. Je vais vous montrer 2-3 signaux faibles qui m'ont fait rire. Jim Cramer, vous le connaissez, hein, c'est l'influenceur, le principal influenceur aux États-Unis, hein, donc qui passe à la télé, etc. Bon, c'est pas vraiment un influenceur, hein, vous m'avez compris, c'est un chroniqueur sur l'équivalent du BFM Business américain qui nous dit que c'est le moment d'acheter du Bitcoin, etc. Bon, je vous laisserai regarder le tweet. Il nous dit que c'est le moment d'acheter, ça va partir to the moon, etc. Bon, vous savez que son taux de réussite est proche de 0% dans la crypto, et d'ailleurs dans la majorité des actifs. Vous avez des personnes qui s'amusent à trader contre lui, hein, et qui font des profits. Quand il dit justement qu'il faut acheter un actif, ils le vendent. Et à l'inverse, quand il décide de vendre un actif, c'est le moment d'acheter. Bon, ici, malheureusement, il nous dit qu'il faut acheter fortement. On a un autre signe noir qui est notre ami Eric Trump. Eric Trump qui dit « In my opinion, it's a great time to add ETH ». La dernière fois, donc c'est Titan of Crypto qui nous partage ça, la dernière fois qu'il nous disait ça, le prix de l'Ether est descendu de l'ordre de 48%. Bon, encore un signal faible. En tous les cas, c'est quand même déroutant de voir que on a des influenceurs, on va dire, hein, parce que maintenant Eric Trump peut être considéré comme un influenceur, qui du coup profite de sa notoriété pour continuer à envoyer justement ce genre de message pour essayer de piéger encore des retails. On a également la grosse whale qui avait une position longue sur BTC qui a il y a quelques heures clôturé son trade pour prendre 5,7 millions de profits, qui vient immédiatement d'ouvrir un long de l'ordre de 32 millions de dollars en short, donc une position short sur le marché de l'ordre de 32 millions de dollars avec un levier x18. Bon, ici, vous voyez que vous avez des baleines sur les contrats dérivés qui vendent, vous avez la fameuse baleine qui a fait un maximum de profit pendant le crack du 10 octobre, qui est également longue de l'ordre de 230 millions de dollars, il me semble, avec un prix d'achat aux alentours des 111 000, me semble-t-il, hein, ouais, à peu près ici. Ça, c'est encore une fois, c'est des signaux faibles qui nous permettent de nous dire attention. Ça, c'est pour vous dire, il faut adapter votre portefeuille à justement tous ces indicateurs. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pour ceux qui sont un peu perdus, qui aimeraient ajuster leur portefeuille, mais qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre, nous, on développe ça évidemment dans notre cercle d'investissement privé. Vous pouvez me contacter par Telegram sans problème, hein, je vous répondrai. Déjà, vous pouvez me contacter gratuitement, hein, pour discuter avec moi et voir un petit peu si le cercle pourrait vous correspondre. Et si vous décidez de sauter le pas, vous aurez évidemment beaucoup de ressources. Vous aurez une formation en analyse graphique et en analyse technique qui vous permettra justement de comprendre le marché et d'être capable de faire l'analyse que je viens de réaliser, c'est-à-dire vraiment comprendre l'action de prix, vraiment les mouvements du prix, pour pouvoir essayer anticiper les scénarios et ensuite pondérer ces scénarios pour adapter votre portefeuille à la probabilité de réalisation de ces différents scénarios. D'accord ? Donc je vous remercie en tout cas pour cette vidéo, je vous remercie pour le soutien, hein. Merci pour ceux qui font toujours des commentaires, hein. Je vous vois et je vous remercie beaucoup. Merci à vous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.